Les larmes d'amour. Il fut un temps, dans mes jeunes années, où l'amour m'avait souri, avant de s'évanouir entre mes doigts. Trompé par mon entourage, privé de celui que j'aimais, j'ai dû affronter seul un océan de regrets. Et s'il fallait pleurer toutes les larmes de l'amour avant de goûter la beauté. À travers les épreuves, les silences, les chemins séparés, j'ai découvert que certains amours ne meurent jamais. Aujourd'hui, je veux vous raconter cette histoire, notre histoire, celle de deux âmes égarées, séparées par le hasard cruel de la vie, mais que le destin, d'une main douce et inattendue, a su réunir. Je m'appelle Enora. Mon histoire commence avec une perte imminente. Ma mère est décédée alors que je n'avais que 6 ans. L'année suivante, mon père s'est remarié avec une femme qui avait déjà une fille de 8 ans. Ensemble, ils ont eu 2 autres enfants, et notre maison est rapidement devenue celle d'une famille recomposée. Mais malgré ce que ce mot peut laisser croire, je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place. Ma belle-mère ne m'a jamais portée dans son cœur. Très vite, j'ai compris que j'étais celle de trop. Tandis que sa fille, Melinda, sortait jouer, riait et portait toujours des vêtements neufs, moi, je restais à la maison à faire les corvées, habillée de ses anciens habits usés. J'étais l'ombre qui nettoyait derrière les sourires, celle qu'on oubliait, celle qu'on exploitait. Mon père voyait, il savait, et pourtant il se taisait. À mes plaintes, il ne répondait que par une phrase qui m'a longtemps fait mal. « Elle est ta mère maintenant. Fais ce qu'elle te dit. » Alors, j'ai cessé de parler, cessé de me plaindre. J'ai enfui ma peine et j'ai appris à vivre avec. C'était devenu ma routine, mon quotidien, un silence lourd, une solitude déguisée en famille. Vers mes 16 ans, alors que ma vie semblait figée dans une routine froide et injuste, une lumière est apparue. Loïc. Il était le fils unique d'une connaissance de mes parents, issu d'un milieu aisé, un garçon aussi doux qu'attentif. Très vite, il a commencé à s'intéresser à moi, et chaque week-end, il trouvait un prétexte pour venir me voir. Et à chaque visite, mon cœur battait un peu plus fort. Je n'avais pas grand-chose, mais dans ces moments partagés avec lui, je me sentais exister, vraiment. Mais bien sûr, ce bonheur simple n'était pas du goût de ma belle-mère. À ses yeux, un garçon comme Loïc était trop bien pour moi. Elle ne s'en cachait pas. Pourtant, je n'en avais que faire. Rien d'autre ne comptait que le regard de Loïc, sa présence, sa voix. Ce que j'ignorais alors, c'est que Melinda avait aussi posé ses yeux sur lui. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'imposait toujours lorsqu'il venait, riant plus fort, parlant plus que d'habitude, s'accrochant à ses moindres gestes. Un soir, après que Loïc soit parti, je lui ai demandé calmement de cesser d'interférer, de nous laisser un peu plus d'espace. Mais elle s'est brusquement emportée, et la dispute a éclaté. Les mots se sont enchaînés, blessants, incontrôlés. Alertée par notre querelle, ma belle-mère est intervenue. « Vous n'avez pas honte de vous disputer pour un garçon ?» Melinda, en larmes, a crié qu'elle aimait Loïc et que je l'empêchais de l'approcher alors qu'aucune relation officielle n'existait entre lui et moi. Et comme toujours, ma belle-mère a pris son parti. Elle nous a d'abord réprimandés, puis s'est tournée vers moi, le regard dur, presque froid. « Enora, puisque Melinda aime Loïc, laisse-le lui, elle est ta grande sœur. » J'ai tenté de résister, la voix tremblante. « Mais Loïc vient me voir, pas pour Melinda !» Sa réponse m'a coupé le souffle. « Ne discute pas, fais ce que je te dis. Ce garçon est bien mieux pour ta sœur. Et d'après ses parents, il ne s'intéresse pas qu'à toi. Il aime aussi Melinda. » Ces mots m'ont transpercé. Mon cœur s'est brisé en silence. Les larmes ont coulé avant même que je ne réalise. Et je me suis précipitée dans ma chambre, le souffle court, la poitrine nouée. Comment croire à ce qu'elle venait de dire? Et si c'était vrai? Et si Loïc n'était pas sincère? Si ses sourires étaient partagés, ses attentions trompeuses? Tout ce que je pensais solide s'effritait d'un coup. Le week-end suivant, comme à son habitude, Loïc est venu. Mais cette fois, ma belle-mère s'est empressée de lui dire que je n'étais pas là. J'étais pourtant bien présente, assise dans le salon, figée, les mots de mensonge encore suspendus dans l'air. Mon cœur s'est serré.
J'ai attendu qu'elle s'éloigne, puis, par la fenêtre, j'ai aperçu Loïc en bas de l'immeuble, immobile, patient. Il m'attendait, il espérait. Alors, le cœur battant, je me suis faufilée hors de l'appartement, m'échappant comme on s'échappe d'une prison, pour le rejoindre. Je ne pouvais pas laisser les choses en suspens, pas cette fois. Je devais savoir, je devais entendre la vérité de sa bouche. Quand il m'a vue, son visage s'est illuminé d'un sourire. Un sourire qui disait qu'il savait, qu'il avait deviné ma présence, qu'il m'avait entendu. Avant même que je ne parle, il m'a demandé pourquoi on ne nous avait pas laissé nous voir, comme d'habitude. Alors, j'ai tout déballé. Les soupçons, les jalousies, la scène avec Mélinda, les paroles empoisonnées de ma belle-mère. Et les yeux dans les siens, j'ai posé la question qui brûlait mes lèvres. « Est-ce vrai? Est-ce que Mélinda t'intéresse aussi ?» Il a pris mes mains, doucement, avec cette sincérité désarmante qui le rendait unique. « Non, Enora, il n'y a que toi. Depuis le début, je ne viens que pour toi. » Puis, sans détour, il a ajouté. « Et si tu veux bien, j'aimerais que ce soit officiel entre nous. Sortons ensemble. » Mon cœur a explosé de joie. C'était irréel. Il était là, mon tout premier amour. Et il me choisissait, moi, la fille qu'on avait toujours mise de côté. Après que Loïc ait annoncé officiellement notre relation à ma famille, le silence s'était imposé. Ni Mélinda, ni ma belle-mère n'avaient répliqué. Mais dans leur regard, je lisais une fureur muette, une colère prête à éclater au moindre prétexte. Pourtant, les semaines ont filé, et avec elles est arrivée la douce promesse de l'été. Je me réjouissais à l'idée de passer plus de temps avec Loïc, de vivre enfin notre amour à l'air libre, sans barrière, sans cachotterie. Mais je n'aurais jamais imaginé que dans l'ombre, ma belle-mère préparait un tout autre scénario. Loïc, de son côté, était absorbé par ses examens de baccalauréat. Il ne pouvait me voir qu'après les épreuves, et cela me rendait un peu triste, mais je patientais avec espoir. C'est alors, à la fin du mois de juin, que ma belle-mère m'a convoqué dans la cuisine, ce ton sec dans la voix que je connaissais trop bien. « Prépare tes affaires, tu pars demain. »« Mais où ça ?» demandai-je surprise. « Chez ma sœur, à la campagne. Elle a besoin d'aide pour les récoltes. Elle cherche de la main-d'œuvre, et tu seras utile là-bas. Ne t'inquiète pas, ce sera juste pour la cueillette. Après, tu reviendras. » Je n'ai même pas eu le droit de discuter. Mon père, comme toujours, s'est contenté d'acquiescer. Il a même ajouté « Ça te fera un peu d'argent de poche. C'est une bonne chose. » J'ai baissé les yeux, résigné. Une fois de plus, mes envies, mes sentiments n'avaient aucune importance. À contre-cœur, j'ai plié mes vêtements, rangé mes affaires. Mon cœur était lourd, mais je refusais de partir sans laisser une trace de moi. Alors, j'ai écrit une lettre pour Loïc. Je l'ai confiée à mon père, lui demandant de la lui remettre s'il passait à la maison. Je ne savais pas alors que ce départ, soi-disant temporaire, allait tout changer. La cueillette, qui selon ma belle-mère, ne devait durer que 3 petites semaines, s'était prolongée sans fin, s'étalant sur plus d'1 mois. Quand je suis enfin rentrée, poussiéreuse de fatigue, mais le cœur débordant d'attente, tout ce à quoi je pensais, c'était à Loïc. J'espérais le revoir, entendre sa voix, me blottir contre lui pour oublier ces longues semaines d'absence. Mais les jours passaient, et aucun signe de lui, pas une visite. Mon père m'avait pourtant assuré qu'il lui avait bien remis ma lettre. Alors pourquoi ce silence? Loïc m'avait promis qu'il ne partirait pas en vacances, qu'il voulait passer l'été avec moi. Où était-il? Pourquoi m'avait-il effacé aussi facilement? J'ai attendu. Chaque jour, je me persuadais que demain il viendrait, que ce n'était qu'un contretemps. Puis, septembre est arrivé, la rentrée, la fin des espoirs suspendus. C'est alors que j'ai reçu sa lettre. Une lettre froide, tranchante, qui a brisé quelque chose en moi. Loïc m'a annoncé la fin de notre relation, un point final, sans appel. Mais ce qui m'a fait le plus mal, ce furent les accusations. Il m'accusait de l'avoir trompé, de m'être joué de lui. Il disait que j'avais fréquenté d'autres garçons en secret, et que si j'étais partie de la maison, c'était pour cacher une grossesse. Ces mots, je ne les comprenais pas, jusqu'à ce qu'il écrive. Mélinda m'a tout dit. Alors, tout s'est éclairé, d'un coup, comme un mauvais rêve, dont on comprend enfin le sens.
C'était elle, Mélinda et ses mensonges, ces poisons distillés pendant mon absence. Elle avait détruit ce que j'avais de plus précieux, sans même me laisser la chance de me défendre. J'ai tenté de le contacter, mais il était déjà parti, loin, pour l'université, une autre ville, une autre vie. Il n'y avait plus aucun moyen de le retrouver, plus aucune voie pour établir la vérité. Ce week-end-là, je l'ai passé enfermé dans ma chambre, à pleurer toutes les larmes que mon cœur pouvait contenir. Un chagrin profond, viscéral. Mon père, inquiet, a fini par venir me voir, et s'est assis au bord de mon lit, comme s'il cherchait à comprendre, à consoler. Alors, entre deux sanglots, je lui dis, le cœur en feu. « Papa, ce que maman et Mélinda m'ont fait, je ne leur pardonnerai jamais. » Il a soupiré, doucement, et m'a répondu simplement. « Ne les maudis pas. Quoi qu'il arrive, elles restent ta famille. Apprends à leur pardonner. » Mais comment pardonner l'impardonnable? Mon père ne comprenait pas. Il ne m'avait jamais défendu, et je n'attendais plus rien de lui depuis longtemps. Je ne les ai pas maudites, non, mais au fond de moi, j'espérais. J'espérais qu'un jour, le ciel, lui, leur ferait payer tout ce mal. J'ai appris quelques mois plus tard que Loïc s'était trouvé une nouvelle copine à l'université. Je me suis alors résolue à définitivement l'oublier, mon premier amour, ma première rupture. L'année du bac aurait dû être celle de l'espoir, d'un nouveau départ, d'un avenir à construire. Mais le destin, une fois encore, m'a arraché ce que j'avais de plus précieux. Mon père est mort dans un accident de voiture, brutalement, sans un adieu, sans une dernière étreinte. Il est parti, comme ça, me laissant seule, dans un monde qui ne m'avait jamais fait de cadeaux. Le choc a été immense. Le silence après les funérailles, encore plus lourd. Je me retrouvais désormais seule, avec ma belle-mère, Mélinda et mes deux demi-frères. Mais ce nous n'en était pas vraiment un. Je n'étais qu'un fardeau dans leur équilibre fragile. Quelques semaines à peine, après avoir enterré mon père, ma belle-mère m'a convoqué dans la cuisine encore une fois. Son visage était fermé, ses mots tranchants, dénués d'émotion. « Enora, je ne peux plus te garder. Je n'ai pas les moyens. Mélinda a besoin d'argent pour ses études. Et avec les deux petits à ma charge, je ne peux pas me permettre de nourrir une bouche de plus. Tu es majeure maintenant. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Tu vas devoir arrêter tes études. Trouve-toi un travail. » Ces mots m'ont giflé de plein fouet. Elle était en train de me chasser, me mettre à la rue, comme si je n'avais jamais fait partie de cette famille, comme si je n'étais qu'une locataire de passage, tolérée uniquement par la présence de mon père. Je suis restée figée, le cœur en miettes. J'étais jeune, perdue, sans ressources, sans repères. Je ne savais pas quoi dire ni où aller. J'avais rêvé de réussir mon bac, de peut-être retrouver un jour Loïc, de construire ma propre vie, mais tout s'effondrait encore une fois. Alors, chaque soir, dans le silence de ma chambre devenue glaciale, je priais, pas fort, pas à haute voix, mais dans mon cœur. Je suppliais le ciel de m'aider, de m'envoyer un signe, une issue, un miracle, n'importe quoi, pour m'arracher à cette vie qui ne cessait de me trahir. Quelques jours plus tard, ma belle-mère est venue frapper à la porte de ma chambre, comme toujours, sans douceur, sans préambule. « J'ai trouvé une solution pour toi, » m'a-t-elle dit. Une de ses connaissances tenait un petit restaurant à emporter et cherchait une fille pour l'aider en cuisine. Elle me précisa que je serais logée, nourrie et qu'un salaire m'attendait en échange de mon travail. Puis, avec ce ton sans appel qu'elle employait toujours, « C'est ça, ou la rue. » Je n'avais pas le luxe de choisir. Elle le savait. À contre-cœur, j'ai fait mes valises, des larmes silencieuses roulant sur mes joues, alors que je quittais ce qui avait été ma maison, malgré tout. Je suis montée dans ce train sans vraiment savoir où j'allais, juste avec l'espoir mince et fragile que cette nouvelle vie me ferait moins mal que la précédente. En arrivant, j'ai été accueillie par Marie et Franck, un couple aux allures respectables, vivant dans une grande maison. Ils avaient 3 fils, mais seul le cadet vivait encore sous leur toit. Les 2 aînés, m'a-t-on dit, avaient quitté la maison pour leurs études. Marie m'a souri et m'a montré les lieux, puis la chambre que j'occuperais. C'était modeste, mais propre, et surtout, c'était à moi, un petit bout de paix peut-être.
Rapidement, elle m'a exposé mes tâches. Tous les jours, je devais me lever avant l'aube, vers 5 heures du matin, pour l'aider à préparer les plats destinés à la vente. 3 autres employés travaillaient au restaurant, mais en cuisine, elle ne laissait entrer personne sauf moi. Tu n'as pas de famille, pas d'ambition dans ce domaine. Tu n'es pas une menace. Je ne veux pas que mes recettes de famille tombent entre de mauvaises mains, m'a-t-elle dit sans détour. J'étais là, non pas parce qu'on avait cru en moi ou en mon potentiel, mais parce que j'étais assez insignifiante pour ne représenter aucun danger, assez seule pour être utile sans poser de questions. Je me sentais invisible, mais au moins, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus un fardeau, et peut-être que ce serait un début. Les premières semaines n'ont pas été simples. Le rythme était épuisant, les matins trop tôt, les gestes encore hésitants. Mais petit à petit, à force d'observer, d'apprendre et de m'accrocher, j'ai fini par trouver mes repères. Le regard de Marie n'était pas le même de celui de ma belle-mère. Il n'y avait ni mépris, ni attente démesurée, juste de la confiance, de la patience, et avec le temps, une affection sincère. Marie et Franck m'avaient accueilli, comme si j'étais leur propre fille. Ils ne l'ont jamais dit avec des mots, mais ils me l'ont montré, à chaque repas partagé, à chaque sourire, à chaque conseil glissé avec douceur. J'avais enfin l'impression de faire partie d'un foyer, d'exister, d'être aimée un peu. En dehors du restaurant, je m'occupais aussi des tâches ménagères, toujours volontaires, parce que pour la première fois, je ne faisais pas les choses par obligation, mais par envie de rendre à ces gens tout ce qu'ils m'avaient donné. Leur fils cadet, je le voyais souvent, et le deuxième fils, surtout les week-ends, quand il revenait de l'université. Mais l'aîné, lui, restait une énigme. Même après 1 an passé dans cette maison, je ne l'avais jamais rencontré. C'était comme s'il appartenait à un autre monde, à une autre vie, jusqu'à ce fameux été. Après un long stage à l'étranger, Damien, le fils aîné, est enfin rentré chez ses parents. Le jour de son arrivée, il est passé au restaurant saluer sa mère. Je me souviens encore de ce moment comme s'il avait figé dans le temps. Nos regards se sont croisés. Il m'a simplement dit bonjour, d'une voix calme, presque distraite. Puis, il est reparti. Mais quelque chose dans son regard m'avait troublée. Les jours suivants, je le croisais de plus en plus souvent, le soir, parfois au petit déjeuner, lorsqu'il rentrait pour le week-end. À chaque fois qu'il passait au restaurant et qu'il me voyait porter quelque chose de lourd, il accourait sans attendre. « Maman, pourquoi tu la laisses soulever tout ça? Enora est toute frêle. Elle va se faire mal. » Et sans attendre de réponse, il prenait le sac, les caisses, peu importe. Il m'obligeait presque à le laisser faire. Son geste n'était jamais brusque, toujours naturel, presque protecteur. Je le remerciais à chaque fois, un peu gêné, pensant simplement qu'il suivait l'exemple de ses parents, qu'il était gentil, rien de plus. Mais un soir, alors que je rentrais me coucher, épuisée par la journée, je suis entrée dans ma chambre et j'ai trouvé une enveloppe posée sur mon lit. Il n'y avait pas de nom dessus. Sur le lit, l'enveloppe m'attendait, blanche, simple, presque anodine. Mes doigts ont tremblé en l'ouvrant. Une écriture droite, soignée, remplissait la petite feuille pliée à l'intérieur. J'ai lu d'un souffle. « Enora, es-tu fatiguée? Tu travailles vraiment très dur. Sais-tu que je me soucie beaucoup de toi. Dorénavant, si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Je serai là pour toi. » Signé Damien. Mon cœur s'est emballé. Mes mains moites serraient le papier comme s'il allait s'envoler. Damien, il s'inquiétait pour moi. Ce n'était pas juste de la gentillesse polie. Ces mots vibraient d'une attention sincère, presque intime. Je suis restée assise là, longtemps, à relire la lettre, encore et encore, le cœur battant. Était-il amoureux de moi? Cette pensée me troubla, plus que je ne voulais l'admettre. Oui, j'avais ressenti quelque chose, une attirance sincère, floue, que je m'étais toujours interdit de nommer. Pour moi, Damien avait toujours été cette silhouette distante, bienveillante, presque comme un grand frère. Rien de plus. Du moins, je le croyais. Mais à présent, tout avait changé. Le lendemain, je n'étais plus la même. Je ne pouvais plus croiser Damien sans sentir mes joues s'empourprer, sans détourner le regard, sans m'inventer une tâche urgente pour m'éclipser. Chaque fois qu'il s'approchait, je prenais soin de m'éloigner. Je refusais son aide, prétextant
que tout allait bien, que je pouvais gérer. Je me devais de mettre de la distance. J'étais employée chez ses parents. Je n'avais pas le droit de rêver. Mais Damien n'était pas dupe. Il avait senti le mur que je dressais entre nous. Et parfois, quand nos regards se croisaient malgré moi, je voyais dans ses yeux une lueur de colère, ou peut-être d'incompréhension. Il me disait rien, mais son silence en disait long. Et moi, je restais là, incapable de trouver la bonne façon d'exister entre ce qu'il semblait ressentir et ce que je refusais de m'autoriser. Un samedi après-midi, le soleil tapait doucement sur les draps étendus. Le vent léger faisait danser les tissus comme des voiles blanches. J'étais seule dans le jardin, concentrée sur mon linge, lorsque j'ai entendu ses pas. Damien. Il s'approchait. Mon cœur a raté un battement. Instinctivement, j'ai voulu m'éclipser, comme à chaque fois, mais il m'a rattrapée. Il m'a saisi doucement le bras, mais avec fermeté. Il voulait parler, et cette fois, il ne comptait pas me laisser fuir. « Damien, es-tu fou? Tu sais bien que je ne suis que comme une sœur pour toi. Si tes parents découvrent ce qui se passe, je n'aurai plus d'endroit où aller. Alors, s'il te plaît, si tu tiens vraiment à moi, arrête ça. » Je le pensais sincèrement. C'était la vérité brute. Je ne pouvais pas me permettre ce genre de trouble, pas dans ma situation. Mais Damien m'a regardé droit dans les yeux, la voix pleine de sincérité. « Enora, tu n'es pas ma sœur. Mes parents t'ont engagée, c'est tout. Rien, absolument rien, ne nous interdit d'être ensemble. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Il ne plaisantait pas. Il parlait avec le cœur. Et c'est précisément ce qui m'a fait encore plus peur. Je n'ai rien répondu. Je n'en étais pas capable. Mes jambes m'ont porté loin de lui, droit dans la maison, le souffle court, le cœur en désordre. Son regard me hantait. Ses mots tournaient en boucle dans ma tête. J'étais partagée entre la chaleur étrange de son affection et la peur viscérale de tout perdre. Les jours suivants furent un tourment. J'ai longuement réfléchi, pesé le pour et le contre, pleuré parfois en silence, mais à chaque fois, je revenais à la même conclusion. Je ne pouvais pas comme ça, pas ici. Si ses parents découvraient quoi que ce soit, je pourrais tout perdre. Alors, j'ai pris une décision, celle de le faire lâcher prise, coûte que coûte, même si je devais blesser son cœur pour protéger le mien. C'est à ce moment-là que Damien a amené chez nous un ami à lui, Steven. Il semblait sympathique, bavard, un peu charmeur. J'ai sauté sur l'occasion. Je me suis rapprochée de lui doucement. J'ai commencé à rire à ses blagues, à l'écouter parler, à devenir complice. C'était cruel, je le savais, mais c'était ma seule échappatoire. Quand je levais les yeux vers Damien, je voyais cette étincelle dans son regard, de la jalousie, de la douleur. Il n'a rien dit, et pourtant, il ne s'éloignait pas. Un après-midi, une cousine de la famille m'avait gentiment proposé de l'accompagner pour cueillir quelques légumes dans le potager, pas très loin de la maison. Je n'avais pas hésité une seconde. Après tout, rendre service m'était devenu presque un réflexe. Arrivée près du potager, elle s'est arrêtée et m'a dit avec un sourire. « Attends-moi ici, repose-toi un peu sous l'arbre, je n'en ai pas pour longtemps. » J'avais insisté pour l'aider, mais elle avait refusé, prétextant qu'elle savait exactement ce dont elle avait besoin. Alors, je m'étais assise à l'ombre, le dos contre le tronc, les yeux mi-clos, laissant le silence du jardin apaiser mes pensées. Mais ce calme n'a duré qu'un instant. Une silhouette a émergé lentement de derrière l'arbre. Mon cœur s'est emballé en reconnaissant Damien. Pris de panique, je me suis relevée brusquement. Il s'est approché, sans un mot, puis soudain, il m'a attiré contre lui, dans une étreinte ferme. Avant même que je ne puisse protester, ses lèvres ont frôlé les miennes. Choquée, je l'ai repoussé de toutes mes forces. « Damien, arrête! Si tu ne me lâches pas, je vais crier. Ta cousine va revenir. » Il m'a regardé dans les yeux, bouleversée. « Elle ne reviendra pas. Elle est au courant. C'est moi qui lui ai demandé de t'amener ici. Elle est déjà repartie. » Je me suis débattue, tentant de m'échapper, mais il me tenait toujours fermement, comme s'il avait peur que je disparaisse. « Dis-moi la vérité. Tu aimes Steven? Parce que lui, il est clairement tombé amoureux de toi. Mais moi, je n'en peux plus. Ne me fais pas ça, Enora. Tu veux vraiment me tuer? Sais-tu seulement à quel point je t'aime? » Ses yeux brillaient. Des larmes coulaient sur ses joues. Je ne l'avais jamais vu comme ça, vulnérable, déchiré,
sincère jusqu'à l'os, et moi, je me sentais tout aussi brisée. Damien, tu sais que c'est impossible entre nous. Tes parents m'ont accueillie comme leur fille. Je suis comme ta sœur. Je ne veux pas risquer de perdre ce lien, cette stabilité que j'ai enfin trouvée. Et puis, regarde-toi, tu viens d'un autre monde. Tu es promis à une belle vie. Tu es aimé, attendu. Moi, je ne suis qu'une orpheline. Je n'ai rien. Je ne veux pas être un obstacle. Il secoua la tête avec colère, les larmes ruisselant toujours. Je me fiche de ce qu'on attend de moi. Je ne veux que toi, pas autre chose. Dans quelques mois, j'aurai fini mes études. Et là, je veux que tu viennes vivre avec moi. Je veux t'épouser, Nora. Je tremblais. C'était trop d'amour, trop de peur, trop de promesses pour un avenir que je n'osais même pas imaginer. Je tentais encore de partir, mais il ne me lâchait toujours pas. Nos larmes se mêlaient, silencieuses, douloureuses. Alors, dans un souffle, j'ai cédé. Très bien, Damien, je t'attendrai. Lorsque tu auras fini tes études et qu'il ne sera plus question de vivre sous le toit de tes parents, alors peut-être que oui, on pourra être ensemble. Mais en attendant, je t'en supplie, laisse-moi vivre cette attente sans peur, sans être surveillée, sans culpabilité. Il m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. D'accord, mais promets-moi une chose. Ne fréquente plus Steven. Je ne le supporterai pas. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas la force. Je ne savais pas combien de temps j'étais restée blottie dans ses bras. Mais il m'a finalement relâchée. Je suis partie sans me retourner, le cœur en feu, la tête en désordre. Depuis ce jour-là, Damien hantait mes pensées. Chaque regard qu'il me lançait, chaque souvenir de ses paroles, chaque geste tendre, tout me revenait sans cesse, comme une vague qui refuse de se retirer. J'essayais de me concentrer sur le travail, sur les tâches quotidiennes, mais c'était peine perdue. Il avait pris possession de mon cœur. Comme promis, je ne voyais plus Steven. Il ne passait plus au restaurant, et même à la maison, ses visites s'étaient espacées. En revanche, je recevais régulièrement des lettres de lui. Il me confiait qu'il était tombé amoureux de moi, mais qu'il n'osait plus venir me voir depuis que Damien lui avait interdit de m'approcher. Il avait compris que Damien m'aimait aussi. Dans ses lettres, il me parlait de ce qu'il ressentait, avec une sincérité douce, presque douloureuse. Et moi, je lui écrivais parfois aussi. Je lui parlais de mes craintes, de mon amour compliqué pour Damien, de cette situation inextricable dans laquelle j'étais piégée. Il était devenu un confident malgré lui, un témoin silencieux d'un amour qui me consumait. Un week-end, j'ai décidé de retourner dans la ville où vivait ma belle-mère. Mon frère cadet m'avait invité à fêter son anniversaire. J'ai longuement hésité, revoir cette maison, cette femme, tout cela me glaçait encore. Mais mes petits frères me manquaient trop, alors j'ai pris le train. La fête fut simple, joyeuse, pleine de cris d'enfants et de gâteaux trop sucrés. Mais après le départ des invités, le silence est retombé, lourd, comme un reproche. J'en ai profité pour parler à ma belle-mère. J'ai demandé, presque timidement. « Penses-tu qu'il serait possible que je revienne vivre ici, si je trouvais un travail en ville, juste le temps que je me trouve un logement ?» Elle m'a dévisagé longuement, puis a demandé. « Il s'est passé quelque chose là-bas? Marie et Franck prennent pourtant bien soin de toi. Pourquoi veux-tu les quitter ?» J'ai détourné le regard, murmurant vaguement. « Je veux juste être indépendante, ne plus dépendre de personne. » Son ton s'est durci, comme une lame aiguisée. « Hé Nora, j'espère que tu ne me caches rien. Tu sais que Marie et Franck me donnent souvent de tes nouvelles. Ils te considèrent comme leur fille. Et n'oublie pas que c'est moi qui t'ai recommandé auprès d'eux. Alors, ne me fais pas honte. Comporte-toi bien. Ne fais rien qui puisse les blesser ou les décevoir. Sans eux, tu serais à la rue. Et ne pense même pas à partir. S'ils t'ont accueilli, c'est parce que je leur ai dit que tu étais seule, sans attache, et que tu n'avais nulle part où aller. » Ces paroles m'ont glacée, comme si ma vie ne m'appartenait plus, comme si je devais être éternellement reconnaissante, soumise, effacée. Je suis rentrée ce week-end, encore plus perdue qu'avant. J'avais l'impression d'être prisonnière d'une cage dorée. J'étais toujours déchirée entre le cœur et la raison, entre l'amour et la gratitude, entre la peur de tout perdre et le désir profond
d'être aimé librement. Damien et moi, nous croisions souvent à la maison. Nos regards se cherchaient parfois, mais nous faisions tout pour que rien ne transparaisse, ni pour Marie, ni pour Franck, ni pour les employés. On vivait l'un à côté de l'autre, dans un silence lourd de promesses, de retenue et de peur. Et chaque jour, je me demandais combien de temps encore je tiendrais. À quelques semaines de la fin des études de Damien, son absence se fit plus longue, plus pesante. Il ne rentrait plus à la maison, absorbé par ses examens finaux, et probablement aussi par la promesse que je lui avais faite. Nous n'avions plus de contact, pas même une lettre. Chaque soir, je m'endormais en me demandant s'il pensait encore à moi, ou s'il avait fini par m'oublier. C'est à ce moment-là que Steven est réapparu et venait souvent me rendre visite. Et un après-midi, il est venu me voir au restaurant, le sourire un peu triste. Il m'a proposé de sortir boire un café. J'ai accepté. Nous avons parlé longuement, de tout, de rien, de la vie, du travail, du passé. Cela faisait 2 ans qu'il travaillait. Il avait enfin trouvé un poste mieux rémunéré dans une autre ville, et il s'apprêtait à partir. Puis, après un silence, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Enora, je vois bien à quel point tu souffres, et je ne supporte plus de te voir comme ça. Je sais que tu aimes Damien, et que lui aussi, il t'aime. Mais cet amour est impossible. Tu es prisonnière d'une reconnaissance trop grande. Tu ne veux pas faire de peine à Marie et Franck, et tu préfères t'effacer. Alors, je te propose une solution. Épouse-moi. Je promets de prendre soin de toi, de t'aimer comme tu le mérites. Laisse-moi une chance de te rendre heureuse. » Je suis restée figée. J'ai tenté de détourner la situation. « Steven, arrête. Comment pourrais-je t'épouser? Nous ne sommes même pas sortis ensemble. Nous ne nous connaissons pas si bien. » Il ne rit pas. Il ne détourna pas les yeux. « Je suis sérieux, Enora. Je ne t'aime pas comme Damien, c'est vrai. Mais je t'aime avec douceur, avec patience, avec respect. Et je suis prêt à attendre que tu m'aimes, même un peu, avec le temps. Ce que je te propose, ce n'est pas un conte de fées. C'est une vie, stable, sincère, sans chaîne ni secret. » Ces mots m'ont suivi pendant plusieurs jours. Je ne mangeais plus. Je ne dormais presque pas. Mon cœur se débattait entre l'amour interdit et la promesse d'une paix durable. Et puis, j'ai compris. C'était la seule façon pour moi de partir sans blesser Marie et Franck. C'était la seule échappatoire à ce lien brûlant avec Damien, l'unique chemin vers une nouvelle vie. Alors, j'ai fini par dire oui. Oui à Steven. Oui à cette chance qu'il me tendait. Oui à cette nouvelle page, même si elle se tournait avec des larmes. Il m'acceptait malgré tout, malgré mes blessures, malgré mes sentiments pour un autre. Et je savais que dans ce monde où tant m'avait tourné le dos, cela valait plus que l'amour le plus intense. Lorsque nous avons annoncé notre mariage à Marie et Franck, ils ont été pris de court. Je lisais la surprise dans leurs regards, mais aussi une lueur sincère de joie. Ils m'ont félicité avec chaleur et ont tout de suite proposé que la cérémonie ait lieu le week-end du retour de Damien. Pour eux, j'étais plus qu'une simple employée. J'étais comme leur fille. Ils tenaient à ce que toute la famille soit présente. Le mariage serait simple, une formalité à la mairie, suivie d'un petit repas en famille avec quelques amis et connaissances, sobre mais plein d'émotions. J'ignorais tout de la réaction de Damien lorsqu'il a appris la nouvelle. Je m'étais installée chez Steven dès les jours qui avaient suivi notre décision, et je n'avais plus eu aucun contact avec lui. Je ne le revis que le jour de mon mariage. Ce soir-là, lorsqu'il entra dans la salle, j'eus le souffle coupé. Il avait l'air plus adulte, plus dur, mais ses yeux trahissaient ce qu'il tentait de cacher. Il ne m'adressa pas un mot, pas un sourire, mais je sentais son regard peser sur moi à chaque instant. Un regard embué, retenu, douloureux. Je fis de mon mieux pour garder la tête haute, sourire à ceux qui m'entouraient. Mais au fond, j'étais en ruine, parce que je savais ce qu'il ressentait, et je savais que j'en étais la cause. À un moment, Damien s'est approché. Il tenait un verre à la main et s'est planté devant Steven. Il lui tendit le verre, et sans me regarder, murmura. « Tu as épousé la femme que j'aime. Tu as vraiment de la chance. Alors, prends soin d'elle. » Je restais figée, bouleversée.
Il tourna enfin les yeux vers moi, des yeux mouillés de douleur, de regret, d'adieu silencieux, puis il s'éloigna. Plus tard, pendant le repas, Marie et Franck prirent la parole. Leur discours me toucha droit au cœur. Et Nora, ces 2 années avec toi ont été une bénédiction. Tu as été comme une fille pour nous. Et pour être tout à fait honnête, nous avions espéré que l'un de nos fils t'épouse, afin que tu restes à nos côtés. Mais le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, tu pars vers une nouvelle vie, et même si cela nous attriste un peu, nous sommes sincèrement heureux pour toi. À cet instant, je sentis quelque chose se briser en moi. Le souffle court, les mains tremblantes. Je sentais mes larmes monter sans pouvoir les arrêter. Mon sourire figé s'est craquelé quand j'ai compris que ses parents m'auraient accepté. Alors je me suis revue sous cet arbre, dans les bras de Damien, dans la cuisine, quand il m'aidait à porter les plats. Les regards, les silences, tout. Et soudain, tout prenait un autre sens. Tout devenait clair. J'avais fui un amour sincère, par peur, par devoir, croyant le protéger, croyant me protéger. J'avais voulu faire ce qu'il fallait, ce qui semblait juste, mais j'avais oublié de m'écouter, moi. Et là, dans cette salle remplie de rires et de vœux de bonheur, je ne ressentais qu'un vide immense, un regret qui me submergeait tout entière, parce que j'avais sacrifié ce qui aurait pu être le bonheur véritable, parce que cet avenir que j'avais jugé impossible était peut-être le seul que mon cœur désirait vraiment. Je n'avais pas seulement dit non à Damien, j'avais dit non à moi-même. Et maintenant, il était trop tard. Je levai les yeux et croisai ceux de Damien. Il pleurait, lui aussi. Les regrets s'abattirent sur moi avec une violence sourde. Mais il était trop tard. J'étais mariée et je devais honorer ce choix, cette promesse. Ce soir-là, Damien ne cessa de boire. Son rire devenait de plus en plus forcé, ses yeux de plus en plus vides. Moi, les yeux rouges et le cœur en miettes, je tentais de sourire aux gens, d'offrir à Steven la joie qu'il méritait. Mais au fond, je n'étais qu'un murmure, une ombre, une femme mariée dont le cœur appartenait à un autre. Après notre mariage, Steven et moi avons quitté la ville pour recommencer ailleurs, là où une nouvelle opportunité s'était présentée à lui. Fidèle à sa promesse, il a pris soin de moi avec une tendresse infinie. Il était un mari aimant, attentionné, patient. Peu à peu, j'ai appris à l'aimer sincèrement. Les souvenirs de Damien, bien que toujours présents dans un recoin de mon cœur, s'effaçaient doucement. Une autre vie commençait. J'ai repris mes études, puis décroché un emploi, et peu de temps après, nous avons accueilli notre premier enfant. C'était une période douce, pleine de petits bonheurs simples, de rires, de première fois. Et 3 ans plus tard, nous sommes retournés voir Marie et Franck. J'étais fière de revenir vers eux, tenant ma fille de 2 ans par la main. C'est ce jour-là que j'ai revu Damien. Il n'avait pas changé. Toujours ce même regard profond, mais cette fois teinté de distance. Il nous a à peine salués, puis s'est éclipsé sans un mot de plus. Je n'ai pas insisté. 1 an plus tard, j'ai appris qu'il s'était marié. J'étais enceinte de mon 2e enfant. Je n'ai pas pu assister à la cérémonie. La vie continuait pour chacun d'entre nous, chacun dans une direction différente. Mais 2 ans plus tard, un murmure du passé est revenu à mes oreilles. Damien avait divorcé. Sa femme était partie, le laissant seul avec leur enfant. Un choc, une peine sourde a traversé mon cœur. Moi, qui l'avais quitté pour préserver sa vie, son avenir, son bonheur. Il semblait que la vie ne lui avait pas épargné ses propres douleurs. Puis, l'année suivante, par une nuit d'hiver, où la neige tombait silencieusement, ma vie a basculé. Comme chaque soir, j'étais rentrée plus tôt. Le dîner était prêt, les enfants déjà en pyjama. J'attendais Steven. Mais l'heure tournait, il n'était toujours pas là. Une inquiétude sourde a commencé à grandir en moi. Puis, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, 2 agents de police se tenaient là, leur visage grave. Ils m'ont annoncé ce que mon cœur redoutait déjà. Steven avait eu un accident sur la route. Il n'avait pas survécu. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Steven, mon rogue, mon refuge, n'était plus. Je me suis rendue à l'hôpital, le cœur noué, les jambes tremblantes.
J'ai voulu le voir une dernière fois, lui dire adieu, murmurer un dernier merci, mais il ne m'entendait déjà plus. Ce soir-là, le monde est devenu silencieux, le vide, lui, était assourdissant. Après la mort de Steven, il m'a fallu puiser une force que je ne soupçonnais pas. Mes 2 enfants étaient devenus mon seul moteur, ma seule lumière. Pour eux, je devais tenir debout. J'ai appris à cacher mes larmes derrière des sourires, à enfuir mon chagrin dans le silence des nuits trop longues. Je vivais sans vraiment vivre. L'été suivant, Marie et Franck m'invitèrent à un repas en l'honneur de leur fils cadet, fraîchement diplômé. Je n'étais pas sortie depuis des mois. Mes amis me suppliaient de changer d'air, de sortir un peu de mon deuil. Alors, à contre-cœur, j'ai accepté, confiant mes enfants à mes beaux-parents le temps d'un week-end. En arrivant chez Marie et Franck, une vague de souvenirs m'a submergée. Ils avaient vendu leur restaurant, pris leur retraite. Tout avait changé, et pourtant, tout semblait pareil. Puis, j'ai appris que Damien vivait seul avec son fils. Quand nos regards se sont croisés, il m'a simplement dit « Je suis désolé pour Steven. C'était mon ami, mais je n'ai pas pu assister à ses funérailles. » Il n'y avait pas de détour dans ces mots, juste une tristesse sincère. Après le repas, il a confié son fils à sa mère et m'a demandé de faire un tour avec lui. J'ai hésité. J'avais peur de réveiller le passé, mais son insistance m'a troublée. Alors, j'ai accepté. Nous sommes montés en voiture et il a roulé en silence jusqu'à un petit lac, paisible et désert. Là, au bord de l'eau, il s'est arrêté, les yeux embués. « Enora, mes larmes d'amour n'ont jamais cessé. Crois-tu que c'était notre destin? Vivre chacun de notre côté, dans le malheur, alors que l'amour était là, entre nous. Steven t'aimait sincèrement, je le sais, mais la mort te l'a arraché. Et moi, je ne suis pas un homme mauvais. Pourtant, ma femme m'a quitté sans un mot, me laissant seule avec mon fils. Enora, j'ai tout tenté pour t'oublier, pour tourner la page, mais je n'ai jamais pu effacer ton image de mon cœur. Peut-être que toi et moi étions vraiment faits l'un pour l'autre. Réfléchis, et si tout ça n'était arrivé que parce que tu n'avais pas assez confiance en moi à l'époque? Peut-être que maintenant, c'est notre moment. Laisse-nous une chance, une vraie chance de vivre cet amour. J'ai baissé les yeux. Mon cœur battait fort, tiraillé entre la loyauté envers Steven et cette part de moi qui n'avait jamais cessé d'aimer Damien. Damien, ne rouvre pas cette porte. Ce passé, je l'ai enfermé à double tour. Nous avons pris des chemins différents, alors continuons ainsi. N'essayons pas de revenir en arrière. Va de l'avant, oublie. Mais il a attrapé doucement ma main, les larmes roulant sur ses joues. Enora, sans toi, je n'ai pas d'avenir. Tu sais combien d'années j'ai pleuré en silence, combien de nuits j'ai rêvé de toi. J'en ai assez. Je ne veux plus verser de larmes d'amour. Donne-moi une chance. Je ne te demande pas une réponse tout de suite, seulement que tu prennes le temps d'y penser, vraiment. Je n'ai rien répondu tout de suite. Le vent jouait avec les feuilles, le lac brillait sous les reflets du crépuscule. J'ai fini par lui promettre que je réfléchirais, que je prendrais le temps de regarder dans mon cœur. Les jours suivants, Damien m'appelait souvent, simplement pour discuter, pour prendre de mes nouvelles, pour entendre ma voix. Il m'envoyait des fleurs à la maison et même à mon travail. Pour mon anniversaire, il avait choisi un bouquet magnifique. À chaque fois, les bouquets étaient accompagnés d'une carte qui disait « Mon amour, nos larmes d'amour ont assez coulé. Il est temps pour nous de nous aimer. » Ces petites attentions, si sincères, m'ont profondément touchée. Peu à peu, je repensais à nous, à tout ce que nous avions partagé autrefois. Je me revoyais dans ce passé, encore jeune, le cœur vibrant, troublé par son regard, ses gestes. Ces souvenirs avaient longtemps été enfouis, mais ils revenaient à la surface avec douceur, portés par ses mots et sa présence discrète, mais constante. Un soir, alors que mes enfants dormaient paisiblement, j'ai pris le temps de réfléchir à ma vie. J'étais encore jeune, et lui aussi. Nous avions encore tant d'années devant nous. Pourquoi ne pas tenter l'aventure avec lui? Pourquoi laisser passer, une seconde fois, cet amour qui n'avait jamais vraiment disparu? J'ai relu chaque carte, chaque mot qu'il m'avait écrit,
et j'ai compris que cet amour, malgré les années, était resté vivant. Alors j'ai pris une décision, j'ai dit oui à Damien. Et quelques mois plus tard, nous nous sommes enfin mariés, sans larmes cette fois, juste de l'amour. Seulement quelques mois après notre mariage, une étrange nouvelle est parvenue jusqu'à moi. Ma belle-mère avait sombré dans la folie, et Mélinda, elle, était gravement malade, sans que les médecins puissent en trouver la cause. Elles avaient consulté les meilleurs spécialistes, en vain. Désespérées, elles s'étaient rendues dans un temple pour y prier. Là, un vieux moine leur aurait dit que ce mal était une punition karmique, une conséquence du mal qu'elles avaient semé. Je n'ai ressenti ni joie, ni vengeance, seulement un profond silence intérieur. Peut-être que la vie, à sa manière, finit toujours par établir l'équilibre. Aujourd'hui, je vis paisiblement avec Damien. Ensemble, nous avons eu 2 autres enfants et formé une famille unie. Au début, j'avais peur que notre passé entache notre présent, mais j'ai découvert l'amour sincère et inébranlable qu'il portait depuis tant d'années. Les saisons ont passé, nos enfants ont grandi et ont quitté le nid, et pourtant, lui et moi, restons là, main dans la main, comme au premier jour. L'amour n'a pas d'âge, l'amour véritable ne s'efface pas. Il attend, il guérit, il pardonne. J'ai compris que la vie ne suit pas toujours les chemins qu'on avait prévus, mais elle finit par nous ramener là où bat vraiment notre cœur. L'amour vrai ne disparaît pas. Il attend, parfois longtemps, mais il survit aux larmes, au silence, aux années. Il suffit parfois d'un peu de temps et d'un peu de foi.